chers auditeurs, j'accueille aujourd'hui le docteur Jean-Yves Degausse qui va se présenter et nous faire part de l'analyse qu'il a réalisée entre les livres de Marion Sigaud, Droits sexuels, et d'Ariane Biran, L'imposture des droits sexuels. Donc, je vous laisse vous présenter, docteur Jean-Yves Degausse. Merci beaucoup, Diane. Alors, je suis tombé dans les mathématiques quand j'étais petit en CM2, ce qui m'a amené à aller le plus loin possible dans ces études, ce qui m'a amené à passer l'agrégation en 1995 et à obtenir le grade de docteur en 2000. Mais je me définirais surtout comme un passionné de langue française, dans le sens où j'avais été admis en lettres supérieures S avant de choisir la voie des mathématiques. Et depuis une dizaine d'années, pour des raisons alimentaires, je suis statisticien et je suis particulièrement intéressé par l'analyse textuelle. Voilà. Et donc... Vous êtes expert en orthographe également. C'est ça, voilà. Je suis expert en orthographe, donc ça signifie que j'ai passé le certificat Voltaire et que j'ai eu régulièrement des scores supérieurs à 900 depuis 2014. Voilà. Sachant que c'est valable tous les 4 ans et que donc il faut essayer de revalider avant que les 4 ans soient passés. Donc voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de réaliser cette analyse entre ces deux ouvrages? Alors, c'est que le contact que j'ai eu avec les deux personnes, donc Marion Sigaud et Ariane Biran, j'ai rencontré Marion Sigaud lors d'une conférence dédicace organisée à Nancy pour la première fois. Ça devait être en 2022. Et plus récemment, en novembre 2025, pour la deuxième fois. Et j'ai pas eu l'impression de quelqu'un de spécialement de mauvaise composition. Son travail m'a semblé honnête. Iconoclaste dans le genre que je comparerais à Annie Lacroix-Rize, c'est-à-dire sur l'autre côté de l'échiquier politique. On n'entend pas beaucoup parler d'Annie Lacroix-Rize et on n'entend pas beaucoup parler non plus de Marion Sigaud sur les grands médias. Voilà. Donc, a priori, plutôt positif. Donc, j'ai acheté son livre sur les droits sexuels une première fois. Donc, ça devait être la 4e édition. Et comme j'avais oublié que j'avais acheté la 4e édition, j'ai acheté la 5e édition en novembre 2025. Et par ailleurs, j'ai rencontré Ariane Biran en 2024, je crois, ou 2023, je ne sais plus. Enfin, après avoir écrit une lettre de soutien suite à la campagne de calomnie qui avait eu lieu consécutivement à l'apparition du livre de Mehdi Belhaj-Kassem sur Nietzsche. Voilà. D'accord. Et voilà, ma lettre a été remarquée. Et après, donc voilà, je suis en contact plus régulier. Et donc en particulier, bon, on voit des travaux de personnes par leurs livres, par leurs interventions vidéo. Mais ce qui compte, c'est le contact, c'est le nombre d'heures de vol qu'on a, si je puis dire, dans des échanges vraiment bilatéraux. Donc de ce point de vue-là, je connais évidemment mieux Ariane Biran que Marion Sigaud. Et donc j'ai eu envie de comparer les deux. Et comme j'avais entendu parler de cette question de plagiat, que chaque auteur revendiquait la paternité du thème sur le droit sexuel, et ben, j'ai voulu approfondir la question et juger sur pièce. Donc voilà, j'ai acquis les 2 livres au format papier et donc j'ai voulu me lancer dans une petite analyse textuelle. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de calomnies qui ont circulé sur le sujet et le fait qu'on puisse enfin, si je puis dire, mettre un terme à cela
En ayant une étude précise, factuelle, impartiale, ça va nous permettre d'avancer. Alors, nous vous écoutons. Alors d'abord, on pourrait rappeler d'abord on va rappeler ce que c'est que le plagiat. On va donner une définition du plagiat. Ensuite, je vais parler un peu de mon expérience que j'ai du plagiat et de la contrefaçon. Ensuite, je vous présenterai un peu un portrait croisé d'Ariane Biran et de Marion Sigaud. D'accord. Et après, je commenterai les résultats de l'étude que j'ai faite. Donc, essentiellement, j'ai déterminé l'occurrence de certains mots, les occurrences de certains mots, et j'ai fait des nuages de mots pour les 2 livres. D'accord. Donc, voilà la définition de ce que c'est que plagier. Donc, c'est emprunter à un ouvrage original ou à son auteur des éléments, des fragments dont on s'attribue abusivement la paternité en les reproduisant avec plus ou moins de fidélité. Plus ou moins. Donc, quand on est mathématicien, plus ou moins, on se méfie un peu parce que si on ne précise pas ce que c'est que plus et moins, c'est quand même compliqué de définir ce que c'est que le plagiat. Alors moi, j'ai été confronté à une affaire de plagiat indirectement par l'intermédiaire de mon père qui avait écrit un article. Donc mon père était un enseignant-chercheur en finance, comptabilité, gestion, spécialiste d'histoire de la comptabilité, et il avait écrit un article qui s'appelait Sémantique générale et comptabilité. Donc sémantique générale, c'est une théorie qui a été inventée par Korzybski, qui est une pensée non aristotélicienne. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand on écrit un article qui s'appelle Sémantique générale et comptabilité, on est obligé d'expliquer un peu ce que c'est que la sémantique générale. Donc, on est obligé d'expliquer un peu ce que c'est que la logique aristotélicienne. Et là, il y a une infirmière en psychiatrie sortie de nulle part qui s'est mise à accuser mon père de plagiat parce qu'il avait énoncé les principes de la logique aristotélicienne. Hein. Donc, c'est quand même plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc, on peut considérer que c'est dans le domaine public. Et donc voilà, une infirmière en psychiatrie revendiquait la paternité d'une idée sur laquelle il n'y a absolument pas de droit. Mais cette petite affaire s'est quand même terminée par une action en justice qui a coûté 2000 € à mon père, juste pour obtenir la suppression des propos diffamants sur le site de la personne. Voilà. 2000 € à quelle époque? Ah, alors ça, j'en ai plus du tout de souvenir. Il y a une vingtaine d'années ou 30 ans? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. D'accord. Je dirais que c'est entre 2000 et 2010, mais d'accord. Je ne sais plus. Très bien. Voilà. Donc, voilà, c'est la première chose c'est la première remarque que je voudrais faire, c'est que parfois on croit qu'on est plagié, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. C'est clair. Et le deuxième élément, c'est que le plagiat, il n'y a pas de définition il n'y a pas de définition très précise de ce que c'est que le plagiat. C'est proche de ce qu'on appelle la contrefaçon. Et là, il y a un article important à lire, que moi je trouve important, à lire dans les écrits de Glenn Gould, le pianiste, qui ont été traduits et présentés aux Français par le violoniste Bruno Mont-Saint-Jean. Ça, c'est le tome 2 qui s'appelle Contrepoint à la ligne. Et donc, dans ce volume, vous avez un article qui s'appelle Contrefaçon, imitation et processus créateur. Donc, je vais vous lire quelques lignes, hein, c'est pas très long. Alors, plus une culture se développe, plus sa croissance se trouve compliquée par les créateurs du génie, et moins il existe de chances pour qu'un acte créateur authentiquement original puisse intervenir. L'originalité, prise au vrai sens du terme, est par conséquent aussi éloignée que la contrefaçon du ressort dynamique qui se trouve au cœur du processus créateur.
Quels sont les attributs mécaniques essentiels de l'acte créateur? Ils ne sont rien d'autre qu'un réordonnancement, qu'une redistribution d'une combinaison de détails qui n'ont pas été préalablement présentés ensemble dans un même contexte. Ainsi décrit, le processus créateur n'implique rien d'autre, rien d'aussi dramatique que la quête d'originalité, rien non plus d'aussi restrictif que la tendance à une contrefaçon pure et simple d'un matériau déjà existant. Y sont impliquées des zones qui se situent quelque part entre les deux extrêmes improbables de la contrefaçon et de l'originalité, des zones que l'on pourrait appeler imitation et invention. Là, je vais un peu plus loin. À la vérité, pour faire œuvre d'art, l'artiste est presque toujours engagé dans un acte d'imitation. Voilà. Donc, ça veut dire que on ne sort jamais un livre tout armé de la tête de Zeus. On doit toujours, on a toujours des, comme disait Bernard de Chartres, on est toujours assis sur des épaules de géants. Voilà. Et donc, ce que nous explique Glenn Gould, c'est que l'originalité, 100% original ou 100% plagiat, ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est une question de dosage. Et voilà. Donc, ça, c'est le deuxième éclairage que je voulais apporter. Alors maintenant, venons-en au travail particulier que j'ai fait dans l'article qui sera mis à disposition ultérieurement. J'ai fait un petit tableau synoptique des profils des deux auteurs, donc le docteur Ariane Biran et Marion Sigaud, pour voir un peu, pour comparer la production des deux auteurs. Donc, alors ça, c'est des chiffres qui datent d'avant le 1er décembre 2025, hein, parce que dans l'article, je veux dire, c'est un système dynamique en évolution, je l'améliore au fur et à mesure. Okay. Donc, ces chiffres-là datent de décembre 2025. Et donc, on voit que Ariane Biran produit 2,3 livres par an, Marion Sigaud 0,5. Et au niveau de leur expertise, le docteur Ariane Biran a des champs d'expertise qui couvrent les lettres classiques, la philosophie morale et politique, la psychologie, en particulier la psychopathologie, le latin, le grec. Et Marion Sigaud se présente comme historienne. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une... Alors, le problème, c'est qu'on s'aperçoit que si on va sur Amazon et qu'on regarde qu'on cherche leurs livres respectifs sur les droits sexuels, on voit que la première édition du livre du docteur Ariane Biran date du 22 mars 2017 et celle de Marion Sigaud date du 13 janvier 2017. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut plagier un livre en 2 mois? Donc, comme je n'ai pas d'expérience du milieu de l'édition, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle de Proton, qui s'appelle Lumo, et j'ai dit, quel est le délai, quels sont les délais entre la remise du manuscrit et entre la remise du manuscrit à l'éditeur et la présence du livre en librairie. Donc, le temps de mise à disposition d'un livre entre la livraison du manuscrit à l'éditeur et la mise en rayon en librairie, ça implique 5 phases qui sont l'évaluation du manuscrit qui prend entre 1 mois et 3 mois, le contrat et les formalités qui prend entre 2 semaines et 4 semaines, la phase de travail éditorial qui prend entre 2 mois et 4 mois, la production qui prend entre 1 mois et 2 mois, la distribution qui prend entre 2 semaines et 4 semaines.
Donc, si on fait le calcul, on se rend compte que qu'entre le temps de mise à disposition du manuscrit et la, et la présence en librairie, il faut au moins 4 mois et 4 semaines, d'après les estimations de l'UMO, donc l'intelligence artificielle de Proton. Et le problème, c'est qu'il y a 68 jours qui séparent le 13 janvier 2017, donc parution du livre de Marion Sigaud sur les droits sexuels, entre le 13 janvier 2017 donc, et le 22 mars 2017, parution de la première édition du livre d'Ariane Biran. Ce qui veut dire que techniquement, il n'était pas possible, en termes de temps, même en faisant très vite, de copier un livre sur l'autre, en fait. C'est quand même compliqué de plagier un livre qu'on n'a pas lu, d'autant qu'il faut aussi prévoir la livraison du livre qu'on est censé avoir plagié en Colombie. Ouais. Voilà, il faut ajouter ce délai-là. Donc voilà, tout ça n'a pas l'air bien sérieux, en fait. Hein. C'est-à-dire que, alors, évidemment, les deux auteurs se sont alimentés aux travaux du docteur Judith Reisman. Donc, il n'est pas étonnant qu'on retrouve des influences de Judith Reisman dans leurs livres. Et il n'est pas étonnant non plus que dans la mesure où on parle de droits sexuels, on trouve des phrases communes aux deux livres qui sont tirées des documents officiels, des standards pour les droits sexuels en Europe, du document de l'IPPF et tout ça. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas suffisant pour dire qu'il y a du plagiat. Exactement. Pour moi, il y aurait plagiat si on pouvait détecter des expressions idiomatiques d'un auteur chez l'autre. Très bien. Voilà. Des expressions typiquement Marion Sigaud qui seraient dans le livre du docteur Ariane Biran ou inversement. Parfait. Alors, sans aller jusqu'à chercher des expressions, on peut regarder les mots. Donc, les mots, ça y est. On peut regarder la fréquence des mots. L'occurrence des mots, ok. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai lu les livres, et ensuite, sur la base de l'expertise des auteurs et sur la base de mon ressenti à la lecture, j'ai essayé de comparer les occurrences d'un certain nombre de mots. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a quand même des mots qui sont typiques de l'un des deux auteurs. Par exemple, on aura 9 fois le mot emprise dans le livre d'Ariane Biran, 0 fois le mot emprise dans le livre de Marion Sigaud. On aura 14 fois le radical lesbi dans le livre de Marion Sigaud, 0 fois dans le livre d'Ariane Biran. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a un prisme d'analyse de ces droits sexuels qui est différent. Okay. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut voir le second tableau. Voilà. Donc, par exemple, là, le radical pédo, c'est quand même flagrant qu'il est beaucoup plus présent dans le livre du docteur Ariane Biran, donc 143 fois contre 15. Et par contre, donc, même le mot Reisman est 4 fois plus présent dans l'ouvrage du docteur Ariane Biran que dans celui de Marion Sigaud. Et par contre, les mots Payon et Belkacem sont typiques de l'ouvrage de Marion Sigaud. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, je veux dire, c'est simplement que
Les deux ouvrages ont une grille de lecture et une manière de commenter les textes officiels qui est différente. Voilà. Donc, si l'un avait été plagié avec l'autre, on aurait plus de choses communes qui se On rapprochent. aurait plus de. Disons que si on était dans du 100% plagiat, ça serait identique. Voilà. Oui, bien sûr. Et voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des différences. Voilà, il y a quand même des différences un peu significatives. Alors, on pourrait dire que. Alors, à partir de ce tableau qui est un petit peu. Donc là, c'est découpé en deux, donc c'est un peu. Donc j'ai fait quelque chose de plus synthétique. J'ai regroupé les mots. Disons que j'ai mis ensemble ceux qui étaient 2 fois plus présents chez le docteur Ariane Biran que chez Marion Sigaud, et ceux qui étaient 2 fois plus présents chez Marion Sigaud que chez le docteur Ariane Biran. C'est ce tableau-là? Voilà, ça nous donne ça. Donc, ça nous indique un peu les soucis fonciers de chacun des deux auteurs. Donc, on va retrouver, chez le docteur Ariane Biran, on va retrouver trauma, harcèlement, manipulation, perversion, pervers, emprise. Chez Marion Sigaud, on va trouver avortement, inverti, homoph, donc homoph, ça va donner homophobie, LGBT, voilà. Donc, ça donne, comment dirais-je, une physionomie, si on peut dire, des deux livres qui est un peu différente. Alors, on pourrait dire que, et avec raison d'ailleurs, que ces mots que j'ai sélectionnés sont un peu arbitraires. Donc, c'est pour ça que, dans un deuxième temps, j'ai fait des nuages de mots. Donc, les nuages de mots, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des mots et de regarder les occurrences, on part directement du texte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais les exemplaires en format papier, mais pour faire ce travail-là, il faut avoir des fichiers texte, enfin, des fichiers texte du texte, si je puis dire. C'est-à-dire, voilà, généralement, alors, le docteur Ariane Biran m'a gracieusement partagé avec moi le PDF de son livre, que j'ai ensuite pu transformer en fichier texte, donc TXT. Et pour l'autre livre de Marion Sigaud, je l'ai contacté pour lui demander de m'en mettre à disposition une. Ce qu'elle n'a pas accepté, mais comme la maison ne recule devant aucun sacrifice, j'ai moi-même frappé le livre. Voilà. Puisque, C'est-à-dire que vous avez recopié l'intégralité du livre. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça prend à peu près 30 ou 35 heures. Voilà. Donc, mais bon, je veux dire, si on veut faire le travail, il faut se donner les moyens. Très bien, très bien. Donc, ces méthodes d'analyse, en fait, pour la comparaison d'un livre à un autre, c'est des méthodes que vous utilisez qui sont répertoriées, connues ou utilisées? Alors, on fait ça avec le langage de programmation qui s'appelle R, qui est un logiciel libre. Et il y a des packages, ou paquets, comme on dit en français, et il y a des paquets qui sont spécialement consacrés à l'analyse textuelle. Donc, il y a notamment un paquet qui s'appelle TM. Donc, TM, c'est pour Text Mining. Et ça permet de faire des analyses de fréquences et de faire des nuages de points. D'accord. Voilà. Alors, toute la difficulté est dans. Alors, sans parler de la frappe, toute la difficulté est dans le nettoyage du texte. Une fois qu'on a fait ça, on rapproche ces mots d'une base lexicale qui a été créée par le laboratoire d'analyse et du traitement informatisé de la langue française. C'est un laboratoire du CNRS qui est à Nancy, voilà, et donc il développe depuis un certain nombre d'années des outils pour
pour l'étude informatique des langues. Donc, ils ont fait notamment le trésor de la langue française informatisée, et ils ont fait donc cette base je crois qu'ils ont fait cette base de Lexique 3. Et donc, on compare, dans cette base, vous avez des mots, vous avez le lemme, c'est-à-dire le mot principal auquel il se rapporte, et vous avez la catégorie grammaticale. Ok. Donc, quand on va faire une analyse textuelle, on ne va pas prendre tous les mots, c'est-à-dire on ne va pas prendre des articles, des choses comme ça. On va se focaliser sur les noms, les adjectifs, les adverbes et les verbes. Voilà. Donc, ça donne ce nuage de mots, et le nuage de mots, on peut le regarder comment, en fait? Alors plus les mots sont gros, plus ils sont fréquents. Ok. Plus ils sont au centre, plus ils sont fréquents. Donc, plus ils sont à l'extérieur, plus ils sont rares. Voilà. Et là, on s'est limité aux 100 mots les plus fréquents. Ok. Limité aux 100 mots les plus fréquents, sachant aussi que... alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que plus on a un vocabulaire riche, plus il y a beaucoup de mots qui devraient être rares. D'accord? Parce qu'on dit qu'il faut éviter les répétitions. Donc, plus on a un style riche, plus les mots qu'on emploie devraient être rares. Donc, ce qu'on voit en comparant la figure 2 et la figure 3, c'est qu'il y a beaucoup plus de petits mots en vert sur ce nuage-là que sur l'autre. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire qu'au niveau du style, il y a quand même une différence. Très bien. Donc, ces nuages de mots, vous les avez mis sur le document qu'on publiera sur l'article? Alors, les nuages de mots sont sur le document, mais bon, comme les livres sont protégés par le droit d'auteur, je peux évidemment pas mettre les fichiers texte que j'ai utilisés. Et dans ces conditions, c'est pas très utile non plus que je partage le code que j'ai utilisé pour produire les nuages. Voilà. Clairement. D'accord. Mais bon, moi, la conclusion que j'ai tirée de ça, c'est que ce sont 2 livres différents. Voilà. D'accord. Donc, enfin, apparemment, aucun des 2 livres ne se ressemble, ou on ne peut pas assimiler à un plagiat l'un ou l'autre? Pour moi, non. Alors, personnellement, pour préparer cette interview, j'ai également lu le livre de Marion Sigaud, et j'étais assez effarée, je dois bien le dire, parce que, j'avais ouï dire sur ces calomnies. Donc, je me disais que ça allait être, peut-être compliqué de faire le tri, puisque le sujet était le même, et je dois avouer que rien que le sommaire m'a, m'a, stupéfaite, tellement le sommaire à lui seul, démontre que ces 2 livres n'ont absolument rien à voir. Et donc, bon, évidemment, dans la lecture, ça n'a rien à voir non plus, mais dans le sommaire, on voit bien que ce sont, 2 analyses différentes. L'une que je considère, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez analysé les sommaires et le texte en lui-même? Le texte en lui-même. Ah oui. Enfin, C'est-à-dire, moi, quel est à votre sens qu'est-ce que vous pourriez dire d'un livre et de l'autre? Est-ce que vous avez fait cette analyse? alors, donc j'ai lu en détail, oui, comme j'ai frappé le livre, je me suis imprégné un peu. Et oui, disons que on n'a pas l'impression que le livre de Marion Sigaud est un travail et un travail universitaire. Enfin, c'est plus. Un pamphlet? C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai mis c'est pour ça que j'ai sélectionné les mots article et principe. J'ai voulu voir les mots articles, la présence des mots articles et principes. C'est-à-dire que dans le livre du docteur Anne Biran, on a clairement mis en évidence article 1, article 2, principe 1, principe 2, l'intitulé, et on commente ensuite. Donc il y a une mise en page qui aide à voir le cheminement
avoir la démarche intellectuelle. C'est ça. Alors que dans le livre de Marion Sigaud, donc on a une succession de paragraphes qui ont des titres un peu, qui font un peu titre de presse. Oui, un racoleur en fait, hein, c'est Voilà. un appel. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'appels à l'émotionnel, au sensationnel, et pas vraiment un regard analytique plus posé. Moi, je m'attendais à ça, hein, parce que il me semble que Judith Reichmann a vraiment fait ça dans son travail, que j'ai pas du tout retrouvé chez Marion Sigaud, et j'étais très étonnée, très étonnée. Comment peut-on dire que l'un a calomnié l'autre? Donc j'ai entendu des personnalités publiques, hein, dire ça, et j'en viens à me dire que c'est les personnes qui ont participé à ce qu'il convient d'appeler une calomnie, hein, soyons clairs, n'ont pas lu les livres, soit l'un, soit l'autre, soit les deux même. Parce que à simplement feuilleter le sommaire des deux livres, on comprend tout de suite que l'un ne peut pas avoir plagié l'autre. Pour moi, c'est une évidence. Oui, ou alors sinon, il faut nous montrer des passages vraiment, vraiment typiques d'un auteur qui soit présent chez l'autre. Voilà. Mais ouais. Et j'avais, pour avoir lu le livre. Mais moi, enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de distribuer des bons points et de dire qu'un livre est mauvais et l'autre bon. Je veux dire, dans une large mesure, j'étais relativement d'accord avec ce que je lisais dans le livre de Marion Sigaud. C'est-à-dire que ce qui doit être dénoncé, je veux dire, ce qui est dénoncé sur les lubies des personnages de Madame Belkacem et de Monsieur Payon, c'est bien que ce soit fait, et c'est bien que Marion Sigaud l'ait fait. Oui. Voilà. Bon. Simplement, il y a aussi l'aspect transcription, l'aspect importation de la loi du pédophile à partir des textes de l'OMS qui sont beaucoup plus décortiqués dans le livre du docteur Alain Biran. Voilà. Donc ouais, en gros, bon. Moi pour avoir lu, enfin j'ai lu le livre sur l'enquête sur la censure d'Arnaud Upinski. Là, il avait vraiment établi en reprenant des phrases entières, hein, presque des chapitres entiers qui étaient copiés-collés. Là, on n'est pas du tout dans le même, c'est pas du tout du même acabit. On ne peut pas parler de plagiat. Et par ailleurs, alors ce qui me choque dans un second temps, personnellement, c'est que le travail qu'a fait Judith Reichmann et qui a passé une grande partie de sa vie, c'était vraiment son combat. On ne devrait finalement que se féliciter que ces écrits soient repris par plusieurs personnes. Donc Ariane Biran, Marion Sigaud, mais que sais-je, qui veut reprendre ces écrits pour pouvoir amener ça faire connaître tous ces travaux à l'opinion publique est une très bonne chose. Donc, quiconque veut défendre les enfants devrait inciter, plutôt que de dissuader, de se pencher sur les travaux de Judith Reichmann et d'écrire en se basant sur ces travaux, me semble-t-il. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je pense qu'on a. Donc, c'est comme je l'ai expliqué. Donc, ma méthode pour nettoyer les textes est un peu imparfaite pour le moment. Donc, je serais peut-être amené à faire d'autres versions des nuages qui seront mis à jour au fur et à mesure dans le texte qui sera rendu public prochainement. Bon, quoi qu'il en soit, on n'est pas, je veux dire, même si votre méthode n'est pas extra fine, on peut quand même dire qu'il est d'évidence à n'importe qui aura pris ces deux bouquins, ces deux livres pour les lire et regarder le sommaire, que ces deux livres n'ont rien à voir et que quiconque parle de plagiat d'un livre sur l'autre
ne procède qu'à de la calomnie et démontre en fait qu'il s'exprime sur un sujet qu'il ne connaît pas puisqu'il n'a lu soit ni l'un, soit ni l'autre, soit aucun des deux éventuellement. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, j'invite ceux qui ont participé à la calomnie à présenter des excuses, à retirer leur poste éventuellement, hein, ceux qui seraient faire montre d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Ça me semble une évidence parce que calomnier quelqu'un est quand même extrêmement grave. Mmh. Mmh. Disons que l'analyse quantitative, elle permet de confirmer Exactement. ce qu'on peut percevoir intuitivement en voyant les sommaires et en lisant les livres. Voilà. Mmh. Donc, Pour moi, simplement dans nos sociétés modernes, on a tendance à se fier plus spontanément au nombre qu'au verbe. bien Voilà. sûr. Oui, oui, non, mais là, bon, je pensais que la comparaison des 2 livres serait plus complexe et en fait, elle est très simple puisqu'ils n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Donc il ne peut pas y avoir de plagiat estimé, excepté peut-être en commun, le nom de Judith Reichmann, c'est tout, qui encore, intervient en occurrence beaucoup plus fréquemment chez Ariane Biran, je crois, que chez, Marion Mmh. Sigaud. Mmh. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, d'avoir participé à l'avènement de la vérité. C'est toujours une bonne chose et bah, écoutez, au plaisir, merci pour votre, Et travail. je je me permets de citer, une phrase qui est en exergue, des lettres de la Société de calcul mathématique, Mmh mh. de la lettre trimestrielle de la Société de calcul mathématique. Heu, je crois que c'est une pensée de La Rochefoucauld: «La vérité ne fait pas tant de bien en ce monde que ses apparences n'y font de mal». D'accord. Voilà. Bon, bonne méditation pour la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup monsieur De Gauss. Au plaisir. Merci.